Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur cette matinale de Pour Info. Nous sommes le 21 novembre et c'est la Saint-Rufus. Alors bonne fête à tous les Rufus, je sais pas s'il doit y en avoir beaucoup dans le chat et parmi les gens qui vont regarder cette matinale, mais c'est pas grave. Laissez-moi baisser la musique de fond parce que moi je l'entends très fort. Voilà, ça c'est top. Je vais baisser encore un tout petit peu. Alors, je suis désolé pour le retard par rapport à d'habitude. J'ai eu un petit souci parce que, en fait, la description sur YouTube n'accepte pas les chevrons. Et je comprenais pas trop où étaient les chevrons. Parce qu'en fait, j'ai fait une nouvelle méthode pour avoir toutes les sources, pour être bien rigoureux. Et du coup, j'ai eu tous les liens d'un coup. Et il y avait un chevron caché là-dedans. Et bah c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de changer un petit peu le plan de d'habitude. On va commencer avec les titres, et puis à la fin, on les rappellera. Comme ça, tout le monde, les gens qui arrivent au fur et à mesure, ont aussi tous les titres. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'y aller. C'est parti, où suis-je ? Alors, d'abord les titres. Let's go. Alors, c'est une semaine, il s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas de grosse actu. Je vais baisser un peu le gain de mon micro, peut-être. Bougez pas. J'aime bien, je vous dis de pas bouger, mais en fait, vous êtes... vous regardez une vidéo, vous, donc forcément, oui, vous ne bougez pas, ça n'a aucun sens. Je disais, c'est une semaine très, très calme. Mais en fait, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de petites choses, de moyennes choses, pas de trucs groundbreaking, mais des annonces assez sympas, des condamnations, des arrestations, plein de petites choses dès qu'on s'intéresse au domaine. Donc on va faire le tour de tout ça. Donc vous allez voir, il y a beaucoup d'actu en fait. Laissez-moi prendre du thé, un petit peu, pour me réveiller. Je sais en avoir bien besoin. Et c'est parti. On peut pas bouger, oui, c'est vrai. Partout. C'est vrai, tu as raison. Hello, Oracle. Très jolie photo de profil. Ah, j'ai oublié un truc. Attendez, on va y aller dans 2 secondes encore pour les titres. Vous me laissez 2 secondes. Je fais juste un tout petit peu de com, parce que c'est toujours le truc que j'oublie. Et évidemment, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour moi, et pour que ma chaîne se développe, il faut forcément que je fasse un peu de com. Bonjour à toutes et à tous. Hop. Hop, laissez-moi 2 secondes. Je remets la musique un peu plus fort pendant ce temps-là. Héhé. Vous n'avez rien entendu. Let's go. C'est parti. Et donc, bienvenue à toi, Saruman Nord. Donc, je disais, les titres d'aujourd'hui, vous allez voir, il y a pas mal de choses. J'ai 4 pages, j'ai 5 pages de titres. Là où d'habitude, j'en ai 2, je les ai scindés là pour en faire 4, mais là j'en ai 5 aujourd'hui. Donc évidemment, on va pas parler de tout en détail, mais d'abord on va faire une présentation de tous les titres, après une présentation
de certains, ceux qui nous intéressent. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Dans tous les cas, je les vois, je vous vois tous, autant que vous êtes. Et donc on va faire un petit focus sur les sujets qui vous intéressent le plus. Voilà. Et si personne ne réagit, bah, c'est moi qui choisis lesquels on va détailler, mais bon, c'est un peu dommage. Alors, c'est parti. Première actu dont je voulais vous parler, c'est Google Cloud qui annonce... Donc là, on est sur les annonces. Il y en a eu beaucoup cette semaine. Et la première, c'est que Google Cloud a annoncé partir en guerre contre Cobalt Strike. Et donc c'est super intéressant parce que Google étant un mastodonte de la cybersécurité, mais en fait Cobalt Strike, c'est un mastodonte aussi des cyberattaquants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cobalt Strike, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de générer des programmes malveillants. Et en gros, on installe ces programmes malveillants sur les ordinateurs qu'on compromet. Et ils interagissent avec un serveur de commande et contrôle. Et donc Cobalt Strike, c'est l'ensemble de ce framework qui permet d'exécuter du code, d'exécuter des preuves, des exploits, d'exploiter des vulnérabilités, de pivoter dans un réseau, et qui permet d'avoir un tableau de bord qui contrôle tout ça, et en même temps d'avoir... qui contrôle à distance le serveur de commande et de contrôle, et donc qui contrôle toute une flotte de logiciels malveillants, et ça permet vraiment, quand on pirate une entreprise, c'est ce qui permet de compromettre un ordi, et de revenir plus tard, et de pivoter après pour compromettre d'autres ordis, etc. Et évidemment, on voit tout ça dans la console de Cobalt Strike. Donc, en 2 mots, mais on va peut-être revenir dessus, parce que je pense que c'est une actu intéressante, Cobalt Strike en soi, c'est aussi une entreprise qui vend ce programme à destination des testeurs. Sauf que dans la réalité, c'est utilisé par tous les attaquants, parce qu'en fait ça fuit tout le temps, ils ont tout le temps des versions qui sont piratées. Et donc ce que Google nous dit, c'est qu'ils vont essayer de stopper les versions qui sont piratées, pour ne laisser que les versions qui sont légitimes, et pour lesquelles les gens ont acheté la licence Cobalt Strike. Sauf qu'évidemment, ça coûte un bras. Donc en gros, il y a un petit problème parce que les attaquants vont pouvoir l'utiliser gratuitement dès qu'ils l'auront craqué, mais les good guys vont devoir payer la licence alors que ça coûte vraiment un bras. La deuxième news, c'est les approbations multiples dans Intune. Donc Intune, qu'est-ce que c'est? C'est pour gérer une flotte d'ordinateurs. En gros, si vous connaissez un peu le concept d'Active Directory, Active Directory, c'est que vous avez une solution pour gérer votre flotte d'ordinateurs, qui est sur un ordinateur qui est chez vous. Intune, c'est lorsque vous faites la même chose qu'un Active Directory, mais dans le cloud. Donc c'est pour gérer une flotte d'ordinateurs Windows, mais dans le cloud. Et évidemment, ça peut être utilisé par les attaquants pour exploiter des choses, pour pivoter. Et si un attaquant réussit à compromettre la console Intune, il peut déployer des mises à jour malveillantes. Et là, ce changement-là, cette annonce-là, elle nous indique qu'il faudra plusieurs vérifications, plusieurs validations pour qu'un changement soit effectif. Donc ça va devenir beaucoup plus complexe pour un attaquant d'exploiter ça, parce qu'évidemment, il ne pourra pas... déployer des scripts malveillants sur tous les ordinateurs du domaine. Dès qu'il a accès à Intune, il va falloir qu'il ait accès à plusieurs comptes dans Intune. Salut Frig. FrigFR. Une autre annonce que je trouvais importante, qui a fait couler un peu d'encre ce week-end, qui est l'interdiction de Microsoft et de Google dans l'éducation nationale. On peut y revenir si ça vous intéresse. Pourquoi elle fait couler de l'encre? Parce que déjà c'est énorme. Traditionnellement, il y avait beaucoup de produits Microsoft dans l'éducation nationale. Maintenant, c'est aussi du coup plusieurs privesques. Ouais, du coup il faudra faire exactement plusieurs. Donc ce que nous dit Gridark, c'est qu'il faudra faire plusieurs élévations de privilèges, ce qu'on appelle une privesque, pour privilege escalation en anglais. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on veut compromettre un truc, un domaine qui est sur Intune, sur le cloud de Microsoft, il faudra faire plusieurs compromissions, compromettre plusieurs comptes, faire plusieurs privesques, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je reviens, désolé, c'est le délai. Je reviens sur l'interdiction de Microsoft et de Google dans l'éducation nationale. L'EN, l'éducation nationale.
À mon sens, c'est une excellente nouvelle, parce que, évidemment, l'utilisation de Google et de Microsoft, ça verrouille, en fait. Ça verrouille l'enseignement. Ça fait que vous apprenez à utiliser Windows. Et du coup, lorsque vous achetez un ordinateur, bah, vous allez naturellement vous tourner vers Windows, parce que c'est ce que vous avez vu dans l'éducation nationale. Et donc, naturellement, tout le monde se met à utiliser Windows. Et on a une situation de monopole, et c'est jamais très bon après les situations de monopole. Pareil pour Google. Ce qui est intéressant aussi de dire sur le sujet, c'est que j'ai vu des gens qui disaient non mais c'est terrible, il faut que les élèves ils apprennent à utiliser les solutions qui sont bien, il faut que les profs ils utilisent des solutions qui sont bien, etc. Il faut utiliser les meilleures solutions. C'est vrai, mais en fait on peut se dire soit non mais c'est les meilleures, il faut les utiliser, c'est un scandale de les interdire. Ça on peut se dire oui c'est les meilleures, mais c'est les meilleures parce qu'elles sont utilisées. Et ça peut être intéressant de changer cet état de fait. Et en fait, c'est pas vraiment une interdiction. Cette décision, on va regarder tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup de regarder vraiment le texte qui est sorti. En fait, c'est pas une interdiction en elle-même, de ma compréhension, hein, c'est juste une réponse de l'éducation nationale à une question. Et cette réponse, elle disait, attention, si on prend en compte les récents arrêtés, les récents textes de loi de l'Union Européenne, eh bien, si on les applique, eh ben, on se rend compte que Google et Microsoft sont illégaux. Et ça, si jamais dans le chat, il y a des gens qui ont travaillé avec moi depuis au moins un an, c'est un truc que j'ai pas cessé de dire, qui était que si on appliquait la jurisprudence de Schrems 2, en fait, l'utilisation de Microsoft pour les services publics est illégale. Et donc il fallait le prendre en compte. Voilà. Donc à quel moment est-ce qu'on commence à le prendre en compte, à forcer ça, à pénaliser éventuellement? C'est toute une question. Je m'hydrate. Annonce suivante, donc là on est un peu moins important dans les annonces. Le gérant du botnet Zeus a été arrêté en Suisse, on va regarder si ça vous intéresse rapidement. Une autre annonce qui est qu'on s'est rendu compte que c'était utile de désigner les opérateurs d'APT en Iran. Pourquoi on parle de ça? Parce que vous savez que les US ont décidé de dire bah non, maintenant on va nommer les opérateurs de ransomware et d'APT, c'est une manière de se défendre, on va contre-attaquer en les nommant et en faisant des mandats d'arrêt par exemple. Ces mandats d'arrêt ils servent à rien quand vous êtes chinois et quand vous êtes russe en fait, parce que votre gouvernement vous protège. Quand vous faites partie d'une troupe d'APT chinoise, en fait, ça veut dire que vous travaillez en gros pour le gouvernement, donc en fait, au moins pour les intérêts de votre gouvernement. Donc évidemment, vous êtes protégé par ce gouvernement, et donc il n'y a pas de... Vous, ça ne vous gêne pas plus que ça. Voilà. Mais, il y a un cadre dans lequel ça devient gênant, dans lequel il va se passer quelque chose, c'est l'Iran. Parce que vous savez que l'Iran, en ce moment, la situation géopolitique est un petit peu tendue. Il y a, si ce n'est une révolution en cours, il y a au moins des révoltes en cours. Et là, pour le coup, dans ce contexte, savoir que votre nom est sur un mandat d'arrêt international édité par les États-Unis, par la CIA, le FBI, je sais pas quoi, qui dit que vous travaillez avec votre gouvernement, bah là où d'habitude vous aurez eu tendance à vous dire je m'en fiche, je suis protégé par mon gouvernement, bah là en fait le fait d'être protégé par votre gouvernement, ça force à vous positionner personnellement, à dire à vos proches, aux gens qui habitent à côté de chez vous, aux gens qui bossent avec vous, de dire bah en fait voilà je bosse pour le gouvernement, en fait c'est ça mon occupation, c'est ça mon emploi. Donc là où en Russie, en Chine, on s'en fiche, en Iran, en fait, les gens, avec la révolte qui monte un peu en ce moment, ils se disent... Enfin, ça commence à être un petit peu gênant de s'afficher en tant que soutien du gouvernement, ou inversement. Donc c'est très complexe parce que la situation en Iran commence à... Tout le monde doit prendre un peu position, quoi. La suite des annonces, la CNIL a sanctionné Discord à hauteur de 800 000 €.
Je parle un peu de logiciel d'extension de navigateur pour bloquer les pubs. AdGuard avait changé son extension pour Chrome, et ben maintenant c'est AdBlock. Voilà, je dis que c'est AdBlock Plus qui plie. Donc AdBlock Plus aussi c'est conformé aux nouvelles demandes de Google Chrome. Et donc c'est là où je pense qu'on avait parlé sur ce stream là. C'est bien, pour moi c'est la première étape de la cybersécurité. C'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde, de commencer par installer un AdBlock sur son navigateur. Mais si vous utilisez Google Chrome, en fait, vous pouvez pas vouloir bloquer des pubs et utiliser un navigateur qui est édité par une entreprise qui ne gagne de l'argent que via des pubs. Alors, je pense que c'est pas logique. En fait, ils vous mettent à disposition un outil gratuit pour que vous naviguiez sur Internet, et eux, ils se rémunèrent via les pubs que vous voyez sur Internet. Donc je suis pas sûr que sur le long terme, si vous voulez ne pas avoir de pub, je pense qu'il va falloir abandonner un jour ou l'autre Google Chrome. Voilà, on va parler de la petite Coupe du Monde. Vous savez que la Coupe du Monde a commencé. Vous savez peut-être pas. Je vous l'apprends peut-être. Dans tous les cas, moi j'avais un peu oublié aussi. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup et que je comptais voir tout court. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc, les Qataris ont fait une application pour les athlètes de la Coupe du Monde. Et il y a 4 pays, dont la France, il s'agit de l'Allemagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la France, qui ont mis en garde contre l'utilisation de cette application. Et même l'Allemagne, la BSI, qui est l'équivalent de l'ANSSI en Allemagne, a dit que si vous vouliez utiliser cette application, eh bien, vous avez intérêt à l'utiliser avec un autre téléphone. Ensuite, dernière petite annonce, coup de filet pour les arnaquerues du CPF. Donc voilà, donc il y a un groupe d'arnaquerus du CPF qui ont été arrêtés par la gendarmerie ou l'ANSSI, je ne sais plus très bien, mais si vous voulez, on ira regarder cette actualité. J'ai tous les liens, et évidemment, je les mets dans la description. On va parler des attaques maintenant. Je vous laisse 2 minutes avec cette slide parce que je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre la lumière. Donc on voit peut-être un petit peu mon prompteur. Donc je vais subtilement vous laisser 2 secondes. Je remets un peu de musique. Et je vais éteindre. 2 secondes. Ouah. Et voilà. Let's go. Voilà qui est plus joli. Donc, dans les news des cyberattaques, une news que je trouve intéressante, qui est que on sait que il y a une cellule de crise dans le gouvernement du Royaume-Uni, dans le gouvernement anglais, et on sait qu'elle a été quasiment exclusivement déclenchée pour des questions de ransomware. Donc c'est intéressant de se dire que voilà, un grand pays comme le Royaume-Uni, en fait leur gros problème qui fait tout le temps passer en mode crise, c'est uniquement les ransomware. On va parler un peu de SolarWinds, ça je vous propose de revenir un peu plus dessus. SolarWinds, donc vous saviez qui était le... Quelqu'un disait c'était la cyber-apocalypse d'hiver de l'année dernière, il y a 2 ans. Où en fait un SolarWinds qui est un fabricant très connu d'informatique, qui édite une solution très utilisée de monitoring, s'était fait pirater, et les attaquants avaient utilisé cette solution de monitoring pour compromettre le réseau de tous les clients de SolarWinds. Donc c'était une attaque énorme, et évidemment ça a donné lieu à une investigation chez les clients piratés, mais aussi chez SolarWinds. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, cette investigation avait dû être stoppée, qu'il y avait des trucs un peu politiques derrière, et que du coup, on n'avait pas regardé Elle avait été mal faite, ou en tout cas incomplète. Ce qui est très important parce que ça a été un gros piratage. Ensuite, FenCyber. Vous connaissez FenCyber? C'est un APT. Et ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, ils ont tendance à compromettre les gens à distance. Et en fait, on se rend compte qu'ils viennent parfois aussi physiquement dans les locaux des institutions qui cherchent à compromettre. Enfin, il y a une entreprise qui cherche à acheter des Zero Day, une entreprise russe, et qui ne se cache pas, hein, qui clairement dit c'est pour les revendre au gouvernement russe. Et elle cherche particulièrement
des Zero Day dans Signal. Elle a augmenté ses prix jusqu'à 3 fois les prix de la principale plateforme d'achat de Zero Day, qui est Zerodium. Et donc clairement, ça veut dire que la Russie s'intéresse particulièrement à Signal, et on sait que Signal, notamment, est assez utilisé dans le cadre de la guerre en Ukraine par les responsables ukrainiens. 3 packages NPM malveillants ont été identifiés. Salut Nils. 3 packages malveillants NPM, ça commence à être assez récurrent. Hein. J'avais fait je travaillais sur une rétrospective de l'année 2022 en cyber, et en fait, c'est assez récurrent. On a vu des packages PyPI, des packages NPM, donc c'est assez courant de compromettre des petits bouts de code qui après vont être utilisés plus tard. Et là, ce qui est intéressant, c'est que GitHub lui-même a réagi, et donc si vous allez sur GitHub, vous voyez un petit message d'erreur sur ce package-là. Et enfin, une petite actu qui, à mon avis, est pas si impactante que ça, pas si importante que ça, mais qui est marrant, donc je propose de lire l'article un peu plus en détail, qui est que l'armée US utilise une application smartphone, et cette application smartphone aurait du code russe qui aurait pu permettre de récupérer des données pour la Russie. Un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Strava, l'application qui permet de montrer ses courses. Je crois que c'était Strava, je crois, je suis pas sûr. Ou c'était juste pour le vélo, Strava. Bref, une application qui permettait de montrer vos jogging, vos itinéraires de jogging et le temps que vous y passez, vos performances en jogging. Et en fait, les militaires américains l'utilisaient, et donc on voyait au milieu du désert, dans des zones où Google Maps ne montre que du désert, on voit qu'en fait, il y avait 1000 personnes par jour qui faisaient les mêmes cercles, et donc ça indiquait quand même la présence d'une base militaire, ce qui était assez marrant. Moi je trouve ça rigolo. Voilà. Et rigoler, j'aime bien. On n'a pas fini avec les actus, il reste beaucoup d'actus, je vous ai dit, beaucoup d'actus cette semaine. Infineon, qui est un fabricant de puces TPM. Si vous ne connaissez pas les puces TPM, en gros, c'est une sorte de carte à puce embarquée dans votre ordi qui permet de cacher les secrets de cryptographie. Genre, vous avez une clé, quand vous utilisez des clés privées, des clés publiques, dès que vous faites un certain usage de la cryptographie, ce qui peut poser problème en termes de sécurité, c'est la gestion de ces clés. Et l'avantage des cartes à puce, c'est que l'idée c'est de laisser ces clés dans les cartes à puce, et les cartes à puce sont en fait des mini-ordinateurs, et donc les calculs sont faits dans la carte à puce, et la clé ne sort jamais de la carte à puce. C'est ce qui se passe par exemple avec votre carte SIM. En fait, elle contient un secret, et ce secret il va jamais dans votre téléphone. Juste votre téléphone demande à la carte, tiens, est-ce que tu peux chiffrer ça? Et c'est la carte qui est en fait un ordinateur, un mini-ordinateur, qui va chiffrer ce que demande l'ordinateur. Et donc c'est ça le principe de puce TPM, ça permet vraiment d'avoir une séparation physique des secrets cryptographiques dans votre ordinateur. Et manque de bol, on s'est rendu compte que le fabricant de puces TPM, le plus grand fabricant de puces TPM du monde, qui est Infineon si j'ai bien lu l'article, utilise une vieille version d'OpenSSL, et cette version est vulnérable à plusieurs attaques. Donc cela est très embêtant parce que mettre à jour des puces TPM, à mon avis, c'est pas une mince affaire, donc ça peut être intéressant de lire cet article. Dans la suite des vulnérabilités, je passe un peu rapidement, le firewall de F5 qui s'appelle BigIP a des vulnérabilités. C'est pas la première fois, j'ai l'impression que ça devient assez... Depuis le moment où j'ai commencé à faire des actus, j'ai l'impression que ça fait 3e ou 4e fois. Je veux dire, c'était il y a 2 ans, hein. Je parle pas des matinales, hein, parce que sinon ça ferait beaucoup quand même. Hive Ransomware, l'ANSI et son équivalent américain mettent en garde sur ce ransomware, qui disent qu'il y a une épidémie, qui disent qu'il est en train de prendre énormément de vitesse. Twitter, donc vous connaissez, vous êtes peut-être au courant du bordel complet que c'est à Twitter en ce moment, avec
Ça y est, je recommence. Elon Musk, qui a racheté Twitter et qui a décidé que c'était lui le chef, qui savait comment ça marchait. Et donc, il a viré plein de monde. Il a envoyé la semaine dernière un email à tous les employés en disant soit vous êtes chaud pour bosser de manière hardcore et vous restez, soit vous êtes viré. Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit ok, salut, on se casse. Et étonnamment, il y a des choses qui commencent à moins bien marcher parce que les gens qui étaient payés pour les faire tourner ne sont plus là. Donc, d'après Elon Musk, qui pense qu'il a tout compris, qui pense qu'il est super fort en informatique, il y a plein de choses qui servent à rien, plein de microservices qui, je cite, servent à rien. Et il a dit on va en débrancher 80% et des microservices. Et sauf qu'en fait, on s'est rendu compte dans la foulée qu'il y avait des problèmes avec l'authentification multifacteur. Et donc les gens pouvaient plus se reloguer dans Twitter si c'était délogué la semaine dernière. Dans le même genre, vu que tout le monde est parti au bureau des badges, eh bien Elon Musk a décrété que personne ne pouvait revenir ce week-end en disant qu'il avait peur de sabotage. En réalité, c'est juste parce qu'il a viré tout le monde dans le bureau des badges. Donc évidemment, ça marche moins bien. La suite des vulnérabilités, une Zendesk qui est une solution, qui est un outil pour gérer des sites web, pour héberger des sites web, et pour les gérer facilement tous les sites web qu'on héberge. Il y a une vulnérabilité assez importante qui est une SQLI, il me semble, non authentifiée. Donc quelque chose qui peut potentiellement être assez impactant. Ok, allez, c'est fini pour les titres. Les dernières actus. Les victimes de VSS, de violences sexistes et sexuelles, à Suffolk, au Royaume-Uni, ont eu ce qu'on appelle très couramment dans le domaine la double peine, parce que la police a fait fuiter en fait la base de données qui contenait tous leurs contacts. Donc évidemment c'est très impactant pour ces personnes-là qui voient que elles ont été victimes de comportements dangereux et irresponsables, et qu'en plus non seulement elles sont victimes, mais en plus le fait qu'elles sont victimes est public, et vous savez que c'est quelque chose de très important dans ce domaine-là, sur ce sujet. Souvent c'est quelque chose qui empêche les victimes de porter plainte, et bah là la police a fait fuiter des données, donc c'est assez terrible pour elles, parce que du coup elles peuvent être de nouveau harcelées, mais même ça peut réactiver aussi des traumatismes. Donc voilà, beaucoup de soutien à ces personnes-là. Dans les suites de données un peu plus classiques, Conforama a une suite de données. J'avais vu l'info sur Zataz, donc comme d'hab, il faut fact-checker. Et je crois que Zataz avait titré Conforama s'était fait pirater, etc. Et en fait, quand on regarde d'autres articles, il s'agit plutôt des partenaires de Conforama qui ont été piratés. Donc une fuite de données un peu plus limitée, donc on n'est pas sur un piratage en bonne et due forme, on n'est pas sur un ransomware classique, on est sur, comme l'histoire de Thales il y a quelques mois, sur des partenaires qui sont piratés, et donc qui ont des données de Conforama, et ces données se retrouvent dans la nature, et évidemment ça fait une super mauvaise presse pour Conforama. Donc évidemment, il faut garder en tête ce que c'est, et éviter pareil, de faire la double peine, hein, Oh, un grand commentaire. Musique de fond inutile, perturbante et agaçante. Eh ben, je suis désolé pour toi, JP, je peux la baisser, il n'y a aucun souci. Elle est nulle à la convention, sinon SV, sinon je regardais la chaîne. Écoute, bonjour JP, bienvenue. Personne ne te force à regarder... personne ne te force à quoi que ce soit, JP, moi je ne suis pas rémunéré, donc ça m'embête que tu sois gêné par cette musique de fond, mais écoute, rien ne t'empêche non plus, vu que je ne suis pas rémunéré pour ce travail, de soutenir un minimum la chaîne en restant courtois. Je vais passer à la suite des articles. Est-ce que c'est toujours trop fort, cela dit? Parce que votre bien-être m'importe beaucoup. Moi, je l'ai dans les oreilles, donc je me rends pas compte
comment est-ce que vous l'entendez? Je lisais. Infosys. Infosys, c'est un fabricant d'informatique. Mais la musique plus fort. Let's go. J'avais même pas capté qu'il y avait musique. Ah. Bon, il y a peut-être une différence sur YouTube et sur Twitch aussi. Infosys. Donc, je disais, Infosys, c'est un vendeur d'informations, c'est un fournisseur de services informatiques, et donc c'est comme SolarWinds. En fait, c'est hyper critique quand ce genre d'entreprise se fait pirater, parce que potentiellement, les attaquants peuvent pivoter dans le réseau de leurs victimes. De leurs clients, pardon. Donc exactement comme SolarWinds, on vient de le rappeler, ce qui s'était passé avec SolarWinds. Pour moi, cette faille d'Infosys, quand bien même elle est assez limitée, en fait elle est beaucoup plus critique, parce que c'est sûr, potentiellement ça peut donner aux attaquants un accès au réseau des clients d'Infosys. On peut lire l'article si vous voulez. Dites-moi quels articles vous voulez lire, on a parlé de plein de choses, je l'ai rajouté sur YouTube. Enfin, dom.ru, c'est une application russe. D'habitude, les Russes font pas trop gaffe à ça, mais là, je crois qu'il y a quand même je lis mes notes, 4 millions d'utilisateurs qui ont vu fuiter leur nom, leur date de naissance, les numéros de téléphone, les commentaires en tant que client, et plein d'informations liées au service de dom.ru. Donc c'est quand même assez impactant. 4 millions d'utilisateurs, c'est quand même une grosse fuite de données. Voilà. Enfin Hyundai, et Hyundai c'est assez intéressant, on peut lire l'article si vous voulez. En gros, ils ont été condamnés par la Corée du Sud pour des raisons de fuite de données. Nouveau message. Le volume d'amener n'est pas dérangeant quand on a une Ah, bon, merci. Hyundai, donc, qui disait... La Corée du Sud a déclaré que Hyundai avait déployé du code qui n'était pas testé sur un serveur qui était exposé. Et dedans, il y avait les informations de 6 customers. Donc, je suis pas sûr de ce que veut dire ici le terme customers. Est-ce que ça veut dire clients, dans le sens des gens, ou est-ce que c'est 6 clients dans le sens des entreprises? Auquel cas, là, ça veut dire des informations de beaucoup de gens, pas que 6. Donc c'est intéressant parce que c'est hyper limité comme fuite de données, mais ils ont quand même été direct rattrapés par la brigade et sanctionnés par la Corée du Sud. Voilà. Je vais vous proposer de lire l'article, mais non, parce que la source que j'ai, elle est en coréen, donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Autant je suis chaud pour vous lire plein de trucs en anglais, autant là même aujourd'hui, il y a moyen qu'on lise un truc en allemand, mais le coréen, ça va être compliqué. Hein. Voilà pour les titres. Ce que je vous propose, c'est de choisir un peu les articles qui vous chauffent. Je vais mettre dans la description sur YouTube tous les articles. Je vais... Attendez un instant. Je vais... En fait, j'avais un problème tout à l'heure parce que il me disait que les chevrons sont pas autorisés. Message. J'aime bien la musique de fond, mais un peu plus de volume. Bon, alors, si vous êtes nombreux à me demander... Je m'exécute, hein. Non, mais il n'y a pas de souci. La priorité... S'il y a une personne que ça gêne, la priorité est à la personne qui est gênée. Même si, effectivement, le commentaire n'était pas très bien placé. Écoutez, je vais retenter de mettre toutes les sources sur YouTube, comme ça les gens qui arrivent au fur et à mesure auront accès aussi aux titres et aux liens. Et puis je vous propose de passer tout de suite aux articles qui nous intéressent.
Ok. Ok. Shuffle cake. Et je vous parlerai après des... En fait, il faut que je trouve un moyen un peu plus sioux de vous partager les sources, parce que là, il y en a trop. Ouais, il y en a encore trop. Et en fait, c'est hyper important de vous partager les liens. C'est super important. Hop. Hop, bah écoutez, on va pas mettre les sources primaires, hein, tant pis. Tant pis pour ça. On en est où? Ouais, non, je vais pas réussir. Ok, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Ok, quels articles vous intéressent le plus? Je rappelle, je vous remets rapidement les titres. Ça va être un peu rapide. Moi, je vous propose de parler de Google Cloud qui s'attaque à Cobalt Strike. Je vous propose de parler aussi de Microsoft et Google dans l'éducation nationale. Je vous propose de parler aussi de... peut-être à minima de regarder pourquoi la CNIL et les 800 000 euros. Je vous propose enfin de regarder l'histoire de SolarWinds et de l'appli russe, de l'appli de l'armée américaine, et de l'histoire d'Infineon. Et ça fait déjà 5 ou 6 focus, et ça fait largement de quoi nous amuser ce matin. Let's go. Dites-moi si vous avez des sujets que vous voulez parler, que vous voulez traiter. Oh là là, oh là 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 là. Alors, où est-ce que j'ai mis mes slides? Elles sont là. Cobalt Strike. Let's go. Donc, Cobalt Strike, comme je l'ai dit, c'est un outil populaire utilisé par des Red Team pour tester cyberdéfense. Il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup de versions, il a été fait en 2012. Comme d'habitude, pour les entreprises qui ont des licences super chères, c'est un spin-off d'un outil open source. Et effectivement, ça... Ok, je savais pas. Donc Armitage, c'est une interface graphique pour l'outil Metasploit. Si vous avez déjà fait un peu de hacking, un peu de CTF, vous devez sans doute connaître Metasploit, qui permet en gros de centraliser des codes d'exploitation de vulnérabilité connus. Et c'est super pratique. C'est un peu aussi l'outil préféré des script kiddie, hein, qui lance des scripts mais sans comprendre vraiment sans comprendre vraiment ce qui se passe. Je réagis parce que je vois que personne me propose de sujets Microsoft Discord, Google Microsoft Discord. Top. Bon bah si personne n'est intéressé, bah c'est ce qu'on va faire, hein. Une fois n'est pas coutume. Donc, nous disions, Armitage. Armitage, je comprends mieux pourquoi l'interface graphique de Cobalt Strike est aussi vieillotte. Parce que du coup, c'est l'interface d'Armitage qui est assez étonnante. Le C2 qui ressemble à Cobalt Strike, oui. Non, alors, le C2, c'est Cobalt Strike. Le C2, c'est Cobalt Strike. Armitage, c'est juste Metasploit, il n'y a pas de notion, c'est tu diriges toi, l'exploitation que tu fais des ordinateurs, compromis, mais c'est pas un C2, c'est directement de ton PC. Après, c'est Cobalt Strike qui rajoute des couches de C2, C2 c'est-à-dire un serveur qui permet de commander, qui permet de contrôler tous les programmes malveillants. TPM, ouais, ok, top. Bon, on va essayer de tous les faire. Bah, let's go. Bon bah super, et personne n'est intéressé. Moi je suis désolé, c'est la deuxième fois que je fais le jeu de mots, mais je trouve ça très drôle. Donc maintenant on a dit effectivement c'est hyper mature, ça permet de simuler une vraie attaque malveillante, mais en fait les vrais acteurs malveillants aussi ont l'utilisé, enfin se mettent à l'utiliser.
Alors, l'utilisateur, le fabricant utilise un système de licence pour éviter que les acteurs malveillants l'utilisent pour des buts malveillants. Mais évidemment, ça a fuité, vous n'avez pas empêché des hackers. Vous pouvez pas éditer un... Oh, hello Wakid. Bienvenue. Ça par exemple. Donc bienvenue, on fait une petite matinale avec toutes les actus cyber de la semaine. J'explique pour Wakid qui fait du contenu aussi sur YouTube et il me semble sur Twitch aussi. Et donc si vous êtes intéressé à la cyber, au CTF, au hacking, n'hésitez pas à suivre Wakid, le camarade youtubeur. Voilà. Et donc je fais, pour la petite démo, on a fait différents... On a vu les différents titres, un petit résumé des actus, et là on va s'intéresser d'un peu plus près à quelques sujets. Et donc là on parlait de Google qui s'attaque à Cobalt Strike. Voilà. Donc oui, je disais avec Cobalt Strike, vous pouvez pas être un éditeur de logiciels et dire je fais un logiciel pour les hackers et pas vous attendre à ce que ce logiciel-là soit craqué. Je pense que c'est un peu... ça me semble pas très réaliste. Et donc, il y a des versions craquées, évidemment, de Cobalt Strike qui se baladent un peu partout sur Internet. Et ce qui nous intéresse, c'est comment Google va faire pour les bloquer. Et donc, ce que Google fait, c'est qu'ils ont fait des règles Yara, donc des règles de détection. L'intégrer à une collection Virus Total, donc Virus Total qui est vraiment une plateforme très utilisée dans la sécurité, dans la Blue Team, parce que c'est une agrégation de plusieurs antivirus et de plein d'outils de sécurité de manière un peu plus large, et donc aussi, hein, c'est aussi une plateforme d'échange sur des indicateurs. Et donc Google contribue à cette plateforme en ajoutant des composants de Cobalt Strike et qui aident à identifier Cobalt Strike. Alors là, il détaille un peu mieux comment ça marche Cobalt Strike. Donc, en gros, vous avez le C2 qui est là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la différence avec Armitage. Le C2 qui est là, qui crée des payloads malveillants, qui crée des beacons. Le beacon, c'est vraiment le payload final, ou des stagers, c'est-à-dire des logiciels malveillants qui vont installer d'autres logiciels malveillants. Le C2 peut s'abriter derrière un certain nombre de serveurs qui vont lui permettre d'échapper un peu à la détection, parce que du coup vous n'avez pas un serveur, mais plusieurs qui font un peu écran, et vous savez jamais vraiment où est le vrai serveur central. Et tout ça permet évidemment de pirater de plein de manières différentes, plein d'ordinateurs, et de piloter l'ensemble des ordinateurs compromis. Je redis tout ça, mais c'est toujours intéressant de faire un petit focus sur Cobalt Strike, parce que c'est vraiment très très utilisé. Maintenant, les fichiers jar, etc., c'est pas hyper intéressant, je trouve. Le beacon, c'est donc l'implant en français. C'est le cœur de Cobalt Strike. C'est le truc qui est très difficile à déloger parce qu'il utilise plein de techniques de persistance. Et généralement, quand on fait de la réponse incident, ce qu'on conseille quand on découvre un beacon, c'est on considère l'ordi comme kaput. Il faut réinstaller, vraiment on va réinitialiser l'ordi, réinstaller Windows complètement. Ça sert à rien d'essayer de nettoyer un beacon, parce qu'il peut utiliser beaucoup de techniques très différentes de persistance. Donc, je disais, ce que va faire Google. Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une collection de fichiers, de signatures, d'indicateurs qui sont utilisés par ces versions craquées de Cobalt Strike. Ils ont fait des règles de détection, et en gros, voilà, 340 fichiers binaires à analyser, 30
34 versions différentes de Cobalt Strike. Alors quand ils disent versions, là je pense que c'est les versions de Cobalt Strike, mais aussi les craquages différents. Je sais pas comment dire, les craquages, c'est pas terrible. Les cracks différents, quoi. Et alors ce qui est super intéressant, c'est que Google, en fait, avec les capacités qu'ils ont, ils vont pouvoir aussi faire beaucoup de... en fait, si Google arrive à détecter les C2, ça peut être hyper intéressant parce que ils ont des capacités d'intervenir si jamais les C2 sont hébergés chez eux, ou en tout cas des composants du C2, mais ils ont aussi des capacités de trafic, de gestion du trafic web vers ces C2. Donc ça va être hyper intéressant. Donc tout ça c'est un peu de la pub, hein. Alors, voilà, ça c'est super intéressant. Ils disent, on va juste cibler les versions qui ne sont pas mises à jour. Parce qu'en fait, si vous êtes une entreprise légitime qui utilise Cobalt Strike, vous avez acheté une licence, et donc votre Cobalt Strike, il est mis à jour. En fait, si vous utilisez une version ancienne de Cobalt Strike, c'est que, a priori, vous l'avez craqué. Et ça, c'est hyper intéressant que Google puisse faire la part des choses entre les entreprises qui utilisent Cobalt Strike de manière légitime et les attaquants. Même si on peut objecter que les entreprises, ça coûte super cher pour les entreprises, vraiment, c'est super cher. Et que le business model de l'entreprise qui édite Cobalt Strike est un peu étonnant parce que les attaquants, ils auront forcément accès à Cobalt Strike craqué. Voilà, on va passer à un autre sujet, je pense, parce que c'est la fin de l'article. Voilà les signatures sur Virus Total. Virus Total, je l'ouvre dans le bon conteneur. Google CTI. Il faut peut-être que je me log. Il faut que je me log pour voir ça, je pense. Dans l'idée, vous avez les liens dans la description de la vidéo YouTube, dès que j'aurai réussi à les faire rentrer dans la limite de caractères de la description. Et au pire, je les mettrai sur mon blog pour-info.tech. Combien une licence Cobalt Strike? C'est une bonne question, je sais juste que j'ai dans l'idée que c'est super cher. Les cookies. Ok, on accepte. On va voir, ça va être offensive. Ça doit être là-dedans. Cobalt Strike, let's go. Avec le petit bonhomme de Cobalt Strike. Pricing. Ouais, voilà, 5900 $ par utilisateur. Pour la licence basique. Ça, c'est si vous êtes tout seul. 9500, pardon, 9500 $. Ah non, 5900 si c'est par année. Si c'est pro, c'est 12 000. Et si c'est entreprise, bon... On va faire des petits prix. Plus Core Impact, je sais pas ce que c'est Core Impact, mais ça fait que le prix double. Voilà, c'est cher. Moi je trouve ça cher. Pour un outil que en fait les groupes d'attaquants vont craquer, c'est un peu cher, je pense. Ok, je sais pas, on passe à la suite. On avait dit Google et Microsoft dans l'éducation nationale. Où est-ce que c'est? Laissez-moi récupérer mes notes. Alors, j'ai deux articles. Le premier, c'est celui de du Monde Informatique. Je parie que je l'avais déjà ouvert. Non, c'est bon. Et le deuxième, c'est la source primaire, qui est les réponses aux questions à l'Assemblée nationale. Hop. Donc on peut regarder l'article du Monde Informatique. Oula,
La mise en page est étonnante. L'éducation nationale exclut les offres gratuites Office 365 et Workspace dans les écoles. Dans une réponse à une question du député Philippe Latombe, ce député, rappelez-vous, c'est lui qui appelait à un cloud français. C'est lui qui appelait à un peu à arrêter les conneries avec les histoires de cloud souverain, si c'était pour les confier à des partenariats avec Google et Microsoft. Voilà. Mince. Bougez pas. Donc, le ministère de l'Éducation nationale confirme la fin du déploiement des offres Microsoft Office et Google Workspace à titre gratuit au sein des établissements scolaires. L'application de cette décision incombe néanmoins aux collectivités locales disposant des compétences en la matière. Donc c'est super intéressant. Il y a deux choses à retenir. C'est que d'abord, effectivement, c'est des offres utilisées à titre gratuit, ce qui effectivement n'est pas légal. L'État n'est pas censé accepter des offres gratuites d'entreprises privées. L'État français, évidemment. Je parle beaucoup de ce qui concerne la France, hein, évidemment, parce que c'est depuis cet endroit que je stream. Désolé pour tous les francophones qui s'intéressent à cette matinale et qui en ont rien à faire de ce pays plutôt qu'un autre. Enfin, en tout cas, pour qui ça concerne moins, peut-être. Mais donc forcément, on va en parler un petit peu. La semaine dernière, en plus, on avait eu un grand débat avec les gens de la matinale dans le chat pour savoir où est-ce que la France avait été bonne en cyber ou pas. Quelles étaient les capacités de la France. Et donc il y a un choix de mettre en avant une image plutôt qu'une autre qui est assez étonnant. Bon, soit. Et donc on se demandait ouais, si la France avait beaucoup de capacités cyber, et moi ce que je disais, c'est que je trouvais qu'effectivement il manquait une politique globale, il manquait une doctrine globale vraiment, vraiment forte, comme on peut avoir aux US, en Russie, en Chine, en Israël, etc. La doctrine cloud au centre du gouvernement et la DINUM mettent au piquet les offres gratuites de Microsoft Office à destination des enseignants. Cette semaine, le ministère de l'Éducation nationale tranchait dans une réponse donnée à une question posée par le député Modem Philippe Latombe. Donc c'était un député Modem, c'est même pas un député d'opposition. En liste pour les personnalités IT du monde informatique. Donc il est connu ce député. Enfin, dans le sujet de la souveraineté et de la cybersécurité. Le cloud est l'hébergement par défaut des services numériques de l'État, soit dans un cloud interne, soit dans un cloud externe, qualifié par l'ANSSI comme un cloud de confiance. Cloud de confiance, attention, ça ne veut pas dire cloud souverain. Et la circulaire de la DINUM qui rappelle à l'ordre que le déploiement d'Office 365 est prohibé dans l'administration. Et on peut rajouter l'avis de la CNIL sur l'utilisation des outils collaboratifs américains au sein de l'enseignement supérieur de la recherche. En fait, plus généralement, il date de quand cet article? Attendez. 31 mai. Ah oui, c'était il y a un an. Plus précisément, moi je rappelle, ce que je disais souvent dans mon emploi précédent, c'est que, en fait, si on applique la jurisprudence européenne à Microsoft et à Google, bah, on se rend compte qu'en fait c'est illégal. Et donc en fait, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que l'éducation nationale et de manière générale, les services publics s'adaptent. Et que nous aussi, en tant que communauté, on s'adapte et qu'on les aide à avoir les moyens nécessaires pour changer complètement de paradigme. Parce que il faut pas se leurrer, les libristes parfois ont tendance à dire « Non mais bon, il suffit d'avoir un cloud privé, 3 serveurs, etc. » Mais en fait, quand on dit « il suffit », on se rend pas forcément compte que c'est hyper compliqué pour les organisations qui ont ça à gérer. Et en plus, le fonctionnement du service public en France fait que souvent on a du budget pour faire des nouveaux investissements, pour faire des nouveaux projets, mais on n'a pas forcément le budget pour faire tourner de manière générale au quotidien nos systèmes. Voilà, alors Philippe Latombe alerte le... Donc la question c'est, il alerte le ministre de l'Éducation nationale sur la gratuité d'Office 365. Réponse. Les offres gratuites des services... Attendez, je vais vous mettre le texte bien. C'est où? Les offres gratuites des services sont donc, en principe,
exclu du champ de la commande publique. Et oui, en fait, si on fait une commande publique, on ne peut pas accepter gratuitement une offre commerciale d'une entreprise. Encore plus, pour moi, lorsque ces deux offres alimentent en fait un monopole de facto, que ce soit chez Microsoft et chez Google. Qu'est-ce que j'utilise comme C2 ? C'est une excellente question. Alors moi, je suis indépendant, donc je fais peu de Red Team. Et en fait, moi, je suis pas un grand fan de Red Team. J'ai même échangé avec des étudiants là, cette semaine qui avaient plein d'idées pour faire Red Team. Et en fait, déjà, plus ça va, moins ça me fait marrer de jouer au cow-boy. Et je préfère jouer au pompier qu'au cow-boy. Et faire plutôt de la réponse à incident. Et ensuite, en fait, le C2, c'est vraiment dans une optique d'échapper à la détection. Et moi, en tant qu'indépendant, dans mon entreprise précédente, c'était pas du tout la même chose. Et du coup, on développait nous-mêmes le C2. Pour le coup, mon entreprise précédente avait publié des C2 en open source. Mais si tu peux regarder si ça t'intéresse, ça s'appelle Abaddon. Mais aujourd'hui, en tant qu'indépendant, je préfère m'adresser à des petites entreprises. Et en fait, pour des petites entreprises, c'est pas hyper pertinent de chercher à ne pas se faire détecter, parce qu'en fait, dans tous les cas, ils sont à la ramasse. Et donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est de parler d'audit 360 degrés, où tu vas auditer tout, tu vas faire la même chose que dans un Red Team, mais en fait, t'es pas du tout dans la même démarche. T'es pas là à dire, à essayer de pas te faire détecter, à essayer de rentrer sans te faire prendre. T'es plutôt là à parler avec eux et à dire, bon bah écoutez, voilà, je vais essayer de rentrer physiquement dans vos locaux, par exemple, pour vous tester. Et en fait, t'es là à échanger, et peut-être eux, ils vont te dire aussi, bah oui, c'est pertinent de tester ça, ou non, c'est pas pertinent. Enfin, je trouve personnellement, en tant que pentester, que c'est limite plus intéressant comme approche, et en fait, tu peux faire quand même des dingueries. Ça m'a pas empêché de me faire passer pour un réparateur d'imprimante, ça m'a pas empêché de faire des dingueries dans des coursifs techniques, etc. Mais j'étais pas là à me dire, ah bah mince, si je me fais détecter, c'est fin de l'échec mission. Ce qui est pas vrai d'ailleurs, votre Red Team n'est pas un échec si vous faites détecter. Au contraire, pour moi, c'est qu'il est réussi si vous arrivez à vous faire détecter. Parce que justement, vous challengez la détection. Donc votre but, c'est de faire des trucs de plus en plus... Enfin, c'est ma philosophie, en tout cas. On s'éloigne complètement du sujet. Pourquoi ne pas se tourner vers l'open source, demande personne. Et oui, personne ne se demande ça, mais oui. Mais en fait, ils se tournent vers l'open source. Justement, moi, au sein de mon emploi précédent, j'ai essayé un peu de faire du bruit pour qu'on arrête de penser que à des solutions Microsoft, Google, Amazon. Et en fait, fun fact, l'éducation nationale utilise beaucoup l'open source. En fait, ils ont des serveurs Nextcloud, ils ont des serveurs Big Blue Button pour les cours à distance. Donc il y a plein de... En fait, ils utilisent bien l'open source, et ça marche bien, et apparemment ils sont assez contents, et les retours qu'ils ont des profs, ils l'ont utilisé un peu tardivement. Pour moi, il y aurait dû avoir vraiment une montée en puissance des infrastructures de l'éducation nationale au moment du confinement. Ils ont un peu raté le coche. Mais ils se sont repris depuis, c'est un peu trop tard, parce que la crise est passée, mais en fait... il me semble que c'est juste après la crise des sous-marins américains, des sous-marins australiens, où l'éducation nationale a dit on arrête tout ce qui est américain, let's go full open source. Et comme d'habitude, les fonctionnaires du ministère, en fait, c'est eux qui ont encaissé la charge et qui ont encaissé les changements de politique, et qui ont fait des heures sup, etc. pour déployer tout ça, mais ça a été déployé, et maintenant c'est utilisé, et je crois que ça marche bien. Voilà. T'es plutôt Blue Team, en fait. Bah... Je sais pas, je me suis jamais trop identifié à la Blue Team, parce que je suis quand même pentester, mais j'aime pas trop cette distinction, parce qu'en fait, tu vois, on dit... donc, Red Team, classiquement, c'est tout ce qui est attaque, Blue Team, c'est tout ce qui est défense. En fait, la Red Team, on n'attaque pas, on aide. Notre but en tant que Red Team, c'est d'aider la défense quand même. Donc dans tous les cas, t'aides la défense. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas un grand fan de cette distinction. Donc, moi, je me considère quand même comme un Red Team, mais je trouve que la Red Team n'a de sens que lorsqu'elle aide la défense. Salut Sonic.
Ok, donc voilà, je vous propose de passer à d'autres sujets. On voulait parler des puces TPM. Let's go. Je suis tombé dessus. On va parler des puces TPM. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est que les SBOM. Ah oui, d'accord. Alors, on va lire cet article qui dit notre entreprise y aller chercher dans les mises à jour d'OpenSSL. Comment, vous savez qu'il y a une vulnérabilité qui est sortie récemment d'OpenSSL et donc on en a beaucoup parlé. Salut Super Dash. On en a beaucoup parlé en disant à tout le monde attention, ça va sortir, mettez à jour. Et donc ils se sont dit, bah, comment est-ce que ça se répercute sur les outils qui utilisent OpenSSL comme les puces TPM. Donc on a dit tout à l'heure qu'est-ce que c'est une puce TPM. En gros, c'est une carte à puce qui est dans votre ordinateur et qui sert à stocker de manière physique vos secrets cryptographiques. Donc en gros, c'est vraiment, c'est un peu l'équivalent du Ledger, si vous avez des crypto-monnaies. C'est l'équivalent d'un portefeuille physique, genre Ledger, mais pour tous les ordinateurs, pour que les secrets soient bien gardés. Je m'en prends du thé. Ouais, c'était un peu beaucoup de bruit pour rien, ouais. Ouais, tout à fait. La vulnérabilité OpenSSL. Parce qu'en fait, elle était très compliquée à exploiter. Et elle était assez... et finalement, elle était pas... Et finalement, tout le monde... Mais après, beaucoup de bruit pour rien, oui, mais... Quand on s'intéresse à réduire des risques, tu sais jamais si tu fais trop d'efforts. Tu sauras juste si t'en as fait pas assez. Donc mieux vaut faire trop de bruit pour rien que pas assez. Et typiquement, on peut se dire c'est trop de bruit pour rien, mais on peut aussi se dire du coup tout le monde était au courant, tout le monde a patché et on n'a pas eu la cyber-apocalypse qu'on attendait, mais aussi parce que du coup tout le monde a fait gaffe. On peut aussi se dire c'est un peu une victoire des défenseurs cyber, tu vois. Là où par exemple les virus de WannaCry et NotPetya en 2017 ou Heartbleed, c'était un peu une défaite, parce que du coup effectivement personne n'avait fait les mises à jour. Là on peut aussi considérer qu'on a fait beaucoup de bruit pour rien, mais en fait du coup c'était une victoire. Parce que tout le monde a fait globalement la mise à jour et il s'est rien passé. Je nuance un tout petit peu, mais je suis d'accord. Hein, dans les... on disait, donc ils se sont dit, comment est-ce que les puces TPM sont mises à jour? Et ils ont découvert plein de dingueries. Donc, tout le monde est en train de discuter de SBOM, donc les Software Bills of Materials. J'ai vu le terme plein de fois, mais j'ai oublié ce que ça veut dire exactement, donc on va aller regarder. Ok. What is a SBOM? Ok. Ok, en gros, un SBOM, c'est un framework physique, en fait. C'est pas hyper clair, je trouve. Ils disent que c'est un inventaire. Ah ouais, d'accord, donc c'est plutôt la représentation d'une solution physique avec toutes ses dépendances à la fois matérielles et logicielles. Donc c'est une pratique, ok. Nils pose la question, est-ce que le TPM est bien présent sous deux formes, en tant que puce additionnelle sur la carte mère et dans le CPU, c'est ça. Ouais, tout à fait, pour moi, tu as les deux variantes, ouais. Tu peux avoir les deux sur un même PC, comme tu peux en avoir aucune, si ton PC est un peu vieux. Mais typiquement, effectivement, il me semble que... Ouais, tout à fait.
Mais alors, ah, je doute. C'est une bonne question, parce qu'il me semble que je suis pas sûr qu'on parle de TPM si c'est dans le CPU. Il me semble qu'on parle plutôt de d'enclave ou de composants sécurisés, parce qu'en fait c'est pas un... On peut regarder rapidement la définition de TPM. Hein. Vous allez voir tout mon historique. Et non, ce n'est pas Total Productive Management. Bon, on va voir la définition de Microsoft. Voilà, donc Microsoft, lui, parle de ce qu'ils connaissent, donc ils vont dire que c'est utilisé par BitLocker, Windows Hello. Ok. Donc on a la réponse. On a exactement la réponse à ta question, qui est une excellente question. Je te remercie pour cette question. Normalement, c'est une puce séparée. Sauf qu'il y a une spécification maintenant, un standard TPM 2.0, qui permet effectivement aux fabricants de processeurs de faire, comme Intel ou AMD, de rajouter des TPM directement dans leur processeur. Je pense que c'est surtout intéressant typiquement pour avoir pour intégrer ça dans des microcontrôleurs qui ont plutôt vocation à être sur des petits objets connectés, parce que du coup ça permet d'avoir une puce séparée dans des petits objets sur lesquels tu n'as pas forcément la capacité de rajouter des composants. Ok. On en était où? Ouais, donc, qu'est-ce qu'ils ont... Le suspense est à son comble. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Donc ils disent... pourquoi on s'arrêtait sur cette phrase? Je comprends beaucoup mieux cette phrase. C'est-à-dire que tout le monde commence à se poser la question des dépendances physiques et logicielles des outils qu'il utilise. Salut Flo. Donc Flo, un autre... Flo, un autre créateur sur YouTube et Twitch, dans la chaîne Qu'est-ce que tu geeks. Donc je vous invite aussi à aller voir cette chaîne, évidemment. On a eu le passage de 2 créateurs ce matin dans la matinale, Wakid et Florent de Qu'est-ce que tu geeks. Je disais, j'ai pas mis le lien des chaînes YouTube de Wakid parce qu'elle est quand même très connue, donc je me suis dit que tout le monde la connaissait. Mais je vais mettre les 2. Qu'est-ce que tu geeks? Je vais mettre les liens dans le chat. Bougez pas. Hop. Et le 1. Bah ouais, je fais la promo, normal. Normal. Hop, et 2. Et donc Wakid qui sort un court-métrage d'ailleurs. Je fais toute la promo. Hein. Erreur. Je vais faire un retour à la ligne. Et Wakid. Ah bah super. J'ai publié que sur YouTube, bougez pas. Pour Twitch aussi, il n'y a pas de raison. Let's go. La commande /shoutout est pratique pour présenter les copains streamers. Ah ouais, mais en fait, comme je suis en double stream sur YouTube et sur Twitch, mon setup est pas encore au top, je t'avoue. Donc il faut que je fasse ça. J'ai pas de bots aujourd'hui, parce que je voulais développer mes bots maison, mais j'ai pas pris le temps de les débugger, donc ils sont toujours dans la panade. Rien à voir, mais on peut trouver où tes horaires de stream? C'est une excellente question. Vous pouvez rejoindre le Discord. Mais dans l'idée, tous les lundis matins, matinale, je vais faire plus de choses dans le futur, normalement. C'est une commande interne à Twitch. Bah ouais, mais vu que je suis pas que sur Twitch, est-ce que ça marche via ma plateforme de multistream? On va essayer. Shoutout. C'est quoi? On doit mettre un hâte. Si je cherche, qu'est-ce que tu geeks?
tu geek? Je vais regarder dans mes follow. QT geek. Ok, let's go. Ok, on va essayer. Je suis challengé. Donc on va essayer. Ah oui, bah, merci, merci Flo. Et ça ne marche pas. Échec mission. Il faut que je la publie sur Twitch. Shout out. Qu'est-ce que tu dis? Comme ça? Let's go! Ça marche. Et ben merci beaucoup pour l'aide. Donc RDK, je réponds à ta question sur Discord. Et sinon, dans l'idée, il faut que je refasse tout. En fait, je suis en train de refaire toute ma charte graphique, toute la programmation de ma chaîne. Je suis en train de me poser plein de questions sur est-ce que je fais plus de contenu pour les spécialistes, est-ce que je fais plus de contenu pour le grand public. C'est plein de questions que je me pose. Donc normalement, elle devrait être sur ma page d'accueil sur YouTube. Normalement, je vais refaire la bannière, etc. Avec vraiment tous les lundis matins, la matinale, 8h, 9h30. Et de temps en temps, effectivement, je vais faire des streams un peu plus ce soir sur des box, Axe the Box, ou sur des labs. Typiquement, là, j'ai un sujet que j'ai envie de creuser sur de Windows. Donc, je ferai ça en live, je pense. Hello Fana. Fana demande s'il y a une vue dans Windows Pluton. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Windows Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? 2020. 2022, janvier 2022, mars 2022. Je vois pas beaucoup d'actu, je ne sais pas. Mais peut-être que tu as peut-être qu'avec ta grande expertise, Fana, tu as des infos sur une éventuelle vulnérabilité. Non, on parlait pas de ça, on parlait des TPM, du coup. Je reprends les TPM. Je finis rapide sur les TPM, on passe à la méditation, les mêmes, et pour ceux qui veulent rester après, on fera des focus, j'ai plein d'outils à vous proposer, j'ai des histoires assez marrantes à vous partager. Donc, on disait... Maintenant, est-ce que ce framework, les SBOM, peut permettre d'avoir plus de transparence pour ces firmware? La réponse est compliquée. Le problème, c'est que les vendeurs partagent les informations de SBOM, donc de ce framework de pensée qui permet de penser aux dépendances des outils hardware. Et ils distribuent ça de manière séparée, donc. Il n'y a pas le code source, et oui, comme souvent, c'est un problème avec le hardware. Il parle de la vulnérabilité donc OpenSSL récente. On a regardé. Ils ont plongé dans le firmware. Je passe un peu rapidement parce qu'il faut qu'on accélère un peu. Il est 9h21. Ils disent que c'est un SPOF, un single point of failure. Donc en gros un point de rupture. Donc, sur les firmware, c'est hyper simple de déployer une attaque sur une vulnérabilité déjà connue, par rapport à une vulnérabilité nouvelle. Pour le coup, ils disent c'est très simple sur un firmware, parce qu'évidemment le firmware c'est compliqué à updater. Ils ont regardé les Lenovo ThinkPad, donc Lenovo qui était une entreprise chinoise. Ils ont regardé les modules. Voilà, là ils nous font la liste des modules. Beaucoup de ces modules ont des versions hyper vieilles significativement vieilles, je sais pas si ça existe, de OpenSSL.
Ouais, alors du coup, on parle de TPM. En fait, on va parler de version d'OpenSSL dans les TPM. Et effectivement, il y avait la question très, très juste de Nils qui demandait est-ce que les TPM c'est dans les CPU ou c'est forcément à part. Et donc on allait regarder sur le site de Microsoft. Donc clairement, il y a un problème de supply chain, parce que donc les fabricants de TPM réutilisent des modules qui existent par ailleurs, et ces modules utilisent des vieilles versions d'OpenSSL. Donc en fait, entre la chaîne, entre le gars qui achète sa TPM, le gars qui vend la TPM, le gars qui a développé la TPM, le gars qui, en développant la TPM, a utilisé des modules que quelqu'un d'autre a développé, le gars qui a développé le module qui utilise des codes open source, des bibliothèques open source comme OpenSSL, en fait dans toute la chaîne, les mises à jour sont pas faites. Donc il a regardé quelles sont les versions d'OpenSSL utilisées. Les versions, les graphiques là qu'on voit, c'est les versions d'OpenSSL et de Linux Vendor Firmware Service. Je suis pas sûr de comment interpréter ce graphique. Est-ce que c'est le numéro de version OpenSSL? Ça me semble vraiment faible. Je veux bien que cet article soit vraiment à charge et assez embêtant pour et que les conclusions soient très embêtantes. Mais ça me semble quand même vieux. OpenSSL 0.9.8. Je vais mon téléphone parce qu'il fait vibrer la table. Linux Vendor Service. Je suis pas sûr de comment interpréter ce graphique. Parce qu'il n'y a pas de légende. Rappelez-vous vos cours de collège, il faut mettre des légendes graphiques. Et ça me semble très vieux effectivement sur Lenovo et HP, moins Dell, mais sur Lenovo et HP. Donc là aujourd'hui on est 1.1, les versions d'OpenSSL. Il y a une version qui est toujours maintenue qui est 1.1.1 et je sais plus laquelle. Et puis la vraie version d'OpenSSL qu'on est censé utiliser c'est à 3.0.7. Et là ça me semble très vieux. 0.9.8, c'est très vieux comme software OpenSSL. Et donc potentiellement, la conclusion de l'article, c'est que potentiellement il va y avoir des vulnérabilités comme... Ouais c'est ça, c'était donc bien OpenSSL. Ah, regardez, 2009, c'est super vieux. 2009 c'était avant Heartbleed. 2009 ça a 15 ans. Eh ben... Donc il dit c'est les versions d'OpenSSL sont statiques en fait et du coup c'est même pas une chaîne c'est même pas une supply chain mais elles ont aucune chance d'être mises à jour parce qu'elles sont incorporées de manière vraiment le code est copié-collé quoi. Donc c'est hyper impactant parce que du coup ça veut dire que on peut exploiter des vulnérabilités dans ces puces TPM. En vrai c'est hyper impactant. Ça peut être hyper complexe d'exploiter ces vulnérabilités, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça va pas être l'apocalypse, mais c'est quand même gênant, c'est embêtant. Bon. Donc ils disent, nous on recommande d'avoir une validation des SBOM. Il faut une validation du code qui compile pour éviter de voir des exploitations de ce genre de vulnérabilité. Et en fait c'est hyper complexe, et c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est hyper complexe à gérer parce que du coup ils disent souvent on vérifie les modules avec des hashes, peut-être qu'on pourrait sonner des signaux d'alarme, des signaux, quand on voit des hashes de versions de ces bibliothèques trop vieilles, mais en fait,
lorsque c'est pas une dépendance qui est affichée par la puce comme une dépendance, mais que c'est plutôt une dépendance indirecte, où en fait le code est juste copié-collé à intégrer dans un des modules, et ben on ne verra pas cette dépendance et ce hash, donc ça va être assez complexe. Donc en gros, non, c'est super intéressant comme article, je trouve. Super intéressant. Bon, on va s'arrêter là, il est 28, on va juste regarder pourquoi Discord a été publié, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui voulait voir pourquoi. Donc voilà l'article de la CNIL, je sais pas pourquoi il est en anglais. On va prendre en français, c'est quand même une fois plus simple. Let's go. Discord, voilà, qu'est-ce que c'est à considérer que la société a manqué aux obligations prévues par le RGPD. Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Ils ont manqué de définir et respecter une durée de conservation des données. Donc ça, c'est vraiment de la compliance. Hein. Un manquement à l'obligation d'information, super important, ça. Discord, dès qu'on lance Discord, vous avez toujours un petit message qui vous dit boop boop, coucou, je suis le super bot qui fait des petites blagues, mais effectivement, ce serait bien d'avoir plutôt le bot qui nous dit comment nos données sont utilisées. Manquement d'être... un manquement dans la protection des données. Il ne fait en réalité que mettre l'application en arrière-plan. Ah oui, donc lorsque... C'est trop mignon. Ah, la CNIL. Lorsqu'un utilisateur connecté à un salon vocal ferme la fenêtre de l'application Discord en cliquant sur l'icône X située en haut à droite sous Microsoft Windows. Lorsqu'on ferme la fenêtre, quoi. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on parle. Tout le monde peut comprendre, du coup. Oui, effectivement, il faudrait un petit message qui dit attention, ça continue à tourner en arrière-plan. Et effectivement, on peut penser avoir fermé le truc alors que c'est juste en arrière-plan. Ok, un manquement à la sécurité. Parce que 6 caractères le mot de passe. Donc, comme par défaut, c'est que 6 caractères, la CNIL fonctionne. La CNIL n'est pas contente. Et un manquement à faire une analyse d'impact. Ok, donc c'est vraiment de la compliance aussi. Ok, intéressant. Intéressant. Donc 800 000 € pour ça. Ok. Ok, intéressant. Ok, je vous propose de passer à la suite du programme. Des trucs un peu plus chill. Genre, même, méditation, et puis après on fera les focus pour ceux qui veulent. Dans les rubriques de cette semaine, est-ce qu'il y a eu des crypto-échanges piratés cette semaine? Non, pas cette semaine. Mais en fait, tout le monde est encore en train de se remettre un peu de la semaine dernière avec FTX. Donc à ma connaissance, pas de crypto-échange piraté cette semaine. Mais on est toujours en train de se remettre du cataclysme qu'était FTX. Ouais, alors Twitter. Bon, Twitter. Les mêmes sur Twitter. Donc ça, c'était les tendances la semaine dernière. RIP Twitter. En numéro 2, c'est Tumblr, qui est une alternative à Twitter. Mastodon, qui est une alternative à Twitter. MySpace. Twitter Down. Et Butt, ce qui veut dire, en gros, fesses. Voilà. Bon, une magnifique trend Twitter. Je vous montre celui-ci aussi. Donc subtweeter quelqu'un, ça veut dire parler de lui dans un tweet, mais sans le mentionner. Et donc là, le FTC, qui est l'agence anti-corruption, anti-comportement anti-concurrentiel, donc l'agence qui règle l'autorité de la concurrence aux USA, en gros. Et aussi des télécoms, qui publient, on vous rappelle, que tout le monde peut partager des informations sur des violations de réglementation du FTC. Vous pouvez appeler ce numéro ou envoyer un message, un truc sur notre... Nous accueillons tous les rapports, qu'ils viennent de clients, d'anciens employés ou d'informateurs de quelque sorte qu'ils soient. Évidemment, on se moque en disant que c'est un subtweet, parce qu'en fait ça parle de Twitter, sans jamais mentionner Twitter, parce qu'on sait que Twitter c'était le bazar dans Twitter déjà avant qu'Elon Musk arrive, et là Elon Musk a viré tout le monde, donc c'est un peu le bazar, on en a parlé tout à l'heure.
Un dernier petit mème. Si Fana, tu es toujours là. Si Fana Win. Dans son pseudo Fana Win, vous avez vu qu'il y a Win. A priori, c'est pour Windows. Donc ce schéma, ce mème, il est pour toi, Fana. Donc ça, c'est quelqu'un qui a screen une visio d'un de ses coworkers qui expliquait, qui a dit, bon, avant de parler de ça, il faut expliquer comment un login sur la D fonctionne. Et donc il a commencé à faire son petit schéma, et donc... voilà. Désolé. Donc c'est effectivement, je pense que c'est une belle illustration de comment fonctionne le login sur Windows. Du login avec Kerberos, surtout dès qu'il y a de la délégation. Et Fana, normalement, on a dû faire un... Tu te souviens d'un cours sur la délégation Kerberos, qui était un casse-tête. Et après, on dit que casse, c'est compliqué. Qu'est-ce que casse? Je ne connais pas, j'avoue mon ignaritude. Mais oui, avec Fana, on avait fait un cours sur les délégations Kerberos, ce qui était un bonheur à expliquer, un bonheur pédagogique à concevoir aussi. Ok, dans les... Si il y en a qui veulent rester dans les focus, je propose de soit parler de Rivers dans Call of Duty, dans le dernier Call of Duty, soit... C'est pas le dernier d'ailleurs, je crois. Soit de quelqu'un qui a réussi à voler des mots de passe sur Mastodon, sans faire une instance dédiée, hein. On parle pas de Mathis Hamel, on parle de quelqu'un d'autre. Il y a l'histoire d'Alphabet, donc Alphabet qui était un site de vente illégal sur le Darknet, on peut en parler apparemment, c'est hyper fun. On peut s'intéresser à la guerre en Ukraine aussi, regarder l'analyse du secrétariat à la défense américain qui trouve que les hackers russes sont sous-performés. Et enfin, il y a deux outils dont on peut parler. Shufflecake, qui permet de cacher les traces de nos activités sur notre ordinateur. Donc si jamais vous êtes attrapé par le FBI alors que vous étiez en train de faire des activités malveillantes, ou plutôt si jamais vous êtes en Russie ou en Chine et qu'en fait vous vouliez tout simplement consulter un blog genre LGBT, et ben ça peut permettre de cacher ce que vous faites. Voilà. Et puis Orpheus pour faire du Kerberos. Voilà. Autrement, je vous propose de passer à la méditation. Ah, j'ai du SSO. Ah oui, Central Authentication Service. J'ai avoué mon ignaritude. C'est du SSO. uPortal. Plusieurs universités et organismes dans le monde. Ok. Est-ce que c'est du open source? Ah ouais, d'accord, c'est un protocole natif. Plus OpenID, Open... Mais en fait ce qui est marrant, c'est que... En fait, ce qui est ouf avec Microsoft et avec leur implémentation de Kerberos, c'est que, en fait, Kerberos, de base, c'est un petit peu compliqué, mais Microsoft, ils ont rajouté des énormes surcouches de complexité qui n'ont aucun sens. Enfin, si, qui ont du sens, parce qu'en fait... bien sûr que ça a du sens, parce qu'ils ont des besoins de clients, mais déjà Kerberos c'est déjà compliqué, et pourquoi pas utiliser, ouais, SAML, OpenID, etc. Mais le gros problème de Microsoft, c'est qu'ils ont voulu faire leur propre protocole, NTLM, qui est vraiment nul à chier. Ok, d'un point de vue de sécu. Ce que je vous propose, c'est de passer à la petite méditation. Je vous propose de passer à la méditation. On va changer la musique. Laissez-moi trouver une musique de méditation. On va parler de quoi dans la méditation? Ah, je sais de quoi on va parler. Voilà, c'est parti. Alors, c'est parti pour la petite méditation cyber. Vous êtes invité à détendre tous les muscles que vous voulez, mais au moins je vous conseille de détendre les muscles du visage, notamment les yeux et la mâchoire. On va essayer de sentir l'énergie qui est
dans notre corps, dans notre cœur, et essayer d'accéder à la zone la plus... On va essayer de se concentrer pour sentir le cœur de là d'où vient notre énergie. Sentir comme une sorte de boule dans votre... Une boule d'énergie, une boule lumineuse, une boule de lumière dans votre corps. Salut Lucille, merci. Et donc on va se concentrer sur cette petite boule de lumière. Cette boule de lumière, c'est elle qui contient l'énergie dont on va avoir besoin aujourd'hui. Et donc on va l'interroger. On va essayer de s'entraîner à lui demander un peu d'énergie. Voilà. Est-ce que tu peux me passer de l'énergie? Je te demande de l'énergie. Est-ce que tu peux me donner cette quantité d'énergie? Est-ce que tu peux me donner un peu de lumière, un peu de ta lumière? Un peu comme une puce TPM finalement. Qui est vraiment le cœur du cœur de notre énergie. Voilà, donc on peut se concentrer encore 2 minutes sur cette boule de lumière qu'on va interroger comme une puce TPM. Et puis à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pour ceux qui veulent nous quitter ici. Et puis pour ceux qui restent, on peut faire un petit focus. Si vous voulez partager dans le chat le focus que vous voulez faire parmi les différents sujets que j'ai évoqués. Voilà, c'était une petite méditation assez rapide. Je coupe la musique, c'était assez rapide parce qu'on est un peu à la bourre. On avait beaucoup d'actu cette semaine. Je vous repasse les titres des actus, et puis s'il y en a qui veulent faire un focus sur un des sujets, on va rester pour lire l'article, sinon je vous souhaite une excellente semaine. Les sujets que je rappelle, donc c'était que Google Cloud s'attaque à Cobalt Strike, Microsoft Intune a changé ses modalités de changement de script, ce qui permet de réduire l'impact de la compromission d'un compte. Ce qui est super important pour protéger des environnements Microsoft. Microsoft et Google en fait sont interdites dans l'éducation nationale et ça a été rappelé. Le gérant du botnet Zeus a été arrêté en Suisse. Les opérateurs d'APT en Iran, on s'est rendu compte qu'en fait c'était intéressant de les nommer, là où dans d'autres pays comme la Chine ou la Russie, ça sert à rien souvent de les désigner par leur nom. En Iran, en fait, vu que c'est un peu la révolte, on se rend compte que ça commence à être utile. La CNIL a infligé 800 000 € d'amende à Discord. AdGuard et AdBlock ont adapté leur bloqueur de pub aux nouvelles directions de Google Chrome. Donc ils vont être limités, ça va bloquer les pubs de manière limitée maintenant, à cause de Google Chrome. Il y a 4 pays dont la France qui ont mis en garde contre l'utilisation de l'application officielle de la Coupe du Monde de foot, en disant qu'il y avait que le Qatar pouvait récupérer plein de données. Il y a eu des arnaqueurs CPF qui ont été arrêtés. Sur les attaques, on a appris que le Royaume-Uni, en fait, la quasi-totalité des réunions de la cellule de crise étaient à cause de ransomware. On a appris aussi que l'enquête sur SolarWinds a été un peu bloquée par des manœuvres politiques pour protéger des politiciens locaux en place. Ensuite, on a appris que Fancyber, donc qui est un APT russe, en fait se déplace aussi pour pirater ses cibles, fait pas que de la distance. On a appris que la Russie s'intéresse beaucoup et est prêt à payer très cher pour acheter des 0D dans Signal qui est utilisé par les officiels ukrainiens. On a découvert aussi qu'il y a 3 packages NPM qui sont malveillants, ce qui commence à devenir assez régulier. Et enfin une appli américaine avec du code russe qui potentiellement a été utilisé pour choper des infos pour la Russie. Au niveau des vulnérabilités, on a parlé des puces TPM là à l'instant. Il y a des vulnérabilités dans les firewalls de F5. Dans Twitter, il y avait des problèmes de MFA, mais en fait Twitter est un peu en train les divers petits modules connexes sont un peu en train de s'effondrer parce que à cause de décisions de Musk.
Zendesk, qui est un outil pour les sites d'administration de sites web aussi, il y a une vulnérabilité dedans qui est assez impactante. Et au niveau des fuites de données, je passe rapidement. La fuite la plus impactante de la semaine pour moi, c'est vraiment les victimes de violences sexistes et sexuelles. Enfin, même là, on parle de harcèlement. Hein. Quand on porte plainte, je parle pas de petites VSS au bureau. Enfin, il n'y a pas de petites VSS, mais vraiment, les plaintes qui sont portées pour des questions de harcèlement, d'agression, eh bien, c'est des données qui ont fuité, donc c'est un peu la double peine pour ces victimes. Voilà. S'il y a personne qui joue pour un focus, bah écoutez, on est déjà bien à la bourre, donc je vais arrêter la matinale ici. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, et puis moi je vais lire tout ça dans mon coin, et j'en parlerai sans doute. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à Wakid et à Qu'est-ce que tu geeks. Moi je vais faire sans doute un short, je vais essayer de faire un short sur YouTube, qui sera en fait la même chose. Je fais une vidéo que j'utilise pour TikTok, pour Instagram et pour YouTube Shorts, et donc sur un sujet, je pense que cette semaine, je vais parler de l'appli russe, parce que je pense qu'elle est assez marrante. Voilà. Donc bonne semaine à vous tous. Je pense que je ne vais pas raid avec les gens de Twitch, parce que je pense qu'il n'y a personne à cette heure-là. Mais prenez soin de vous, bonne semaine, et puis force à vous. Et très belle journée. Je vais couper la caméra. Bonne journée. Si, il y a Cabri qui fait du DIY. Il fait quoi? Attendez un instant, on va voir ce qu'il fait. Sur Twitch. YouTube, je vous ai coupé. Twitch. On va voir ce qu'il fait. Cabri DIY. Il me semblait que je l'avais repéré. On va lui lancer un petit raid. On va lui lancer un peu des petites... un peu de force. Autopsie concolarissime. Eh ben, let's go. Dissection de console de console rétro. Eh ben, let's go. On est 4. On va lancer un petit raid. S'il y a encore du monde. Et bah let's go.